Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, élection couplée du 22 novembre, l'opposition politique dénonce plusieurs irrégularités dans le processus de vote. Elle crie à la fraude électorale. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole des signataires de l'accord politique de l'opposition. Les premiers résultats de la présidentielle publiés par la Commission électorale nationale indépendante et selon les chiffres officiels disponibles, Rochma Christian Kaboré est en tête avec un taux de participation de près de 50%. Un invité dans ce 13h, il s'agit de Adam Régis Zougmoré, il est expert électoral. Avec lui, nous allons tenter de comprendre le processus électoral et essayer d'avoir une meilleure lecture de la situation liée aux élections. L'opposition politique burkinabé affirme des anomalies dans le processus de vote de ce 22 novembre. Elle dit avoir noté plusieurs incidents liés à l'organisation de ce double scrutin. Entre autres, l'opposition mentionne la modification de la cartographie électorale, l'ouverture tardive et la non-ouverture de plusieurs bureaux de vote. Nous vous invitons à écouter le porte-parole des signataires de l'accord politique de l'opposition, Tahirou Bari. Il est au micro de Michael Tougri. Entre autres faits constatés, nous pouvons relever, premièrement, la modification à la dernière minute et de manière informelle du nombre et de la cartographie des bureaux de vote retenus pour les élections. L'absence ou le retard dans l'acheminement du matériel, dont entre autres le procès verbal, qui constitue un document essentiel de vote dans les bureaux de vote de plusieurs localités. Les erreurs d'adresse dans l'acheminement des bulletins et du matériel de vote dans plusieurs localités ont entraîné des confusions et des retards qui n'ont pas permis à de nombreux électeurs d'exercer leurs droits citoyens. Le transport non sécurisé d'une sur des motos, ce qui est source de fraude dans le processus de compilation des résultats. La non-affichage des listes des électeurs devant le bureau de vote, comme cela est prescrit par les textes en vigueur. Le non-paraphe systématique des bulletins de vote par le président et un membre du bureau, comme cela est prescrit par la loi électorale. Le caractère massif de ces irrégularités et insuffisances interpelle tous les acteurs habitués à un processus électoral mieux élaboré. De ce qui précède, il est constant que la CENI n'a pas été à la hauteur de la mission de bonne organisation des élections qui est à sa charge, toute chose qui a été relevée expressément par plusieurs observateurs internationaux. En tout état de cause, les signataires de l'accord politique de l'opposition n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas la volonté du peuple burkinabé. Les premiers résultats officiels de la présidentielle sont disponibles. Hier, la CENI a publié ceux de quelques communes et à la lecture de ces chiffres, le candidat Rochma Christian Kaboré se démarque à du lot avec un taux de participation de près de 50%. Plus de détails avec notre reporter Abdoulraï Magnagné. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats des élections présidentielles commencent à tomber à compte-gouttes. La CENI a déjà rendu public les résultats dans quelques communes du pays. Dans la province de Balé, par exemple, les résultats des 3 communes, à savoir les communes de Bagassi, de Poura et de Sibi, Rochma Christian Kaboré arrive en tête avec 7738 voix. Il est suivi de Edi Komboyego, 1523 voix et de Zéphirin Diabré, 633 voix. Région de la boucle du Moun, province des Balais, commune Sibi, Komboyigo, Winvenem, Edi, Constance, Hyacinthe, 276, Diabré,
Zéphirin 220. Kaboré Roch Christian Marc 1240. Selon le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, les résultats vont être examinés par le commissaire de la CENI commune par commune avant de les publier au fur et à mesure. Actuellement, les 15 commissaires de la CENI sont en conclave. Ils reçoivent les résultats des votes compilés au niveau de chaque commune, c'est-à-dire donc les résultats du centre de compilation communal des résultats, et ils examinent selon un protocole ci-après. Chaque fois que le résultat est validé par les membres du CCCR d'une commune, ils nous envoient ce résultat en scannant le procès verbal signé de tous les membres du CCCR, c'est-à-dire les présidents, l'administrateur, les représentants des partis politiques, les représentants des candidats. Ce PV est scanné et nous est envoyé par une ligne sécurisée au siège de la CENI. Pour les communes dont les résultats ont été publiés, le taux de participation tourne autour de 50%. Notons que la Commission électorale nationale indépendante a jusqu'à une semaine pour publier les résultats provisoires des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. Madame, Monsieur, comme annoncé en début de ce journal, nous recevons pour vous Adam Régis Zougmoré. Il est expert électoral et avec lui, nous tenterons de mieux comprendre les différentes étapes du processus électoral. Bonjour, Monsieur Zougmoré. Bonjour, Cynthia. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. C'est notre rôle et merci de nous offrir l'opportunité aussi d'échanger et de partager. D'accord. Alors, avec vous, nous allons, avant de vous demander le regard général que vous avez sur la situation électorale qui prévaut en ce moment au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en profondeur en quoi consiste le processus électoral? Quelles sont les étapes du processus électoral? Merci. Disons que avant d'aborder les étapes, il faut d'abord dire que tout commence par la mise en place de la commission. Donc la désignation des représentants des trois composantes, société civile, parti politique de l'opposition, parti politique de la majorité. Ça, c'est l'option du Burkina Faso. Donc ça, c'est une étape importante. Il faut que les acteurs s'accordent pour désigner leurs commissaires et ce sont ces commissaires-là qui ont la charge, après leur serment, qui ont la charge de le processus électoral. Alors, évidemment, s'ils sont mis en place, si cette structure est mise en place, elle a d'abord, dans un premier temps, elle doit chercher à s'approprier les missions que lui confère le cadre légal du pays. Ensuite, elle doit également avoir ce qu'on appelle une formation de base. C'est quoi le processus électoral? C'est quoi une administration électorale? Donc renforcer ses capacités afin quand même de connaître tous les pans et de maîtriser également, j'allais dire, les questions opérationnelles. Voilà, donc il y a la formation qui suit et après la phase de la formation, il y a ce qu'on appelle la validation, la mise en place du chronogramme et sa validation. Après sa validation par les commissaires, ce chronogramme est porté à la connaissance de l'ensemble des acteurs politiques. Alors donc, et c'est ce chronogramme maintenant qui va connaître une mise en œuvre et dans cette mise en œuvre, il y a des étapes importantes. Alors la première étape importante, c'est d'abord la révision des listes. Voilà, ce qu'on appelle, nous au Burkina, nous avons fait l'option de l'enrôlement biométrique. Donc, il y a l'enrôlement biométrique qui est la première étape qui va consister à inscrire les nouveaux majeurs dans la base de données existante. Vous savez que le fichier du Burkina Faso, c'est un fichier permanent qui a été mis en place depuis 2012. Donc, cette étape, c'est-à-dire ça va consister à prendre les nouveaux majeurs et également ceux-là qui n'avaient pas, pour une raison ou une autre, qui n'avaient pas pu s'inscrire en 2012 ou en 2014. Donc, c'est une étape qui augure et qui ouvre, j'allais dire, le processus électoral. Après cette étape, il y a ce qu'on appelle la publication de la liste
ça veut dire la CENI communique officiellement alors la liste, le nombre d'inscrits, le nombre de nouveaux inscrits sur le fichier. Et cette publication alors, donne lieu également à ce qu'on appelle un contentieux de publication des listes. Et au niveau de ce contentieux, tout citoyen burkinabé peut réclamer, voilà, parce que vous savez que la loi a dit qui peut être inscrit, donc qui peut être électeur et qui ne peut pas l'être. Donc les citoyens ont la latitude, après la publication de la liste, de contester devant le juge. Voilà. Et effectivement, c'est après l'examen de ce contentieux que la liste définitive est publiée. Et ça s'appelle maintenant la liste électorale définitive. Et au niveau du Burkina, pour cette année, vous avez vu que avec les différentes réclamations au niveau du CIFOP, alors il y a eu ce qu'on appelle, avec l'appui de l'OIF, un audit du fichier. Alors, et ce audit-là s'est passé au mois de septembre, et je crois que vous avez tous suivi que c'est-à-dire l'audit a révélé que le fichier du Burkina Faso, on ne dit pas qu'il est parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait, il n'y a jamais quelque chose de très parfait, mais en tout cas, le fichier du Burkina Faso, il est complet. Alors, c'est vrai qu'il y a une recommandation principale qui vise à demander est-ce que nous avons un système qui permet d'extirper les morts et autres. C'est pour cela qu'ils ont recommandé à la fin que soit peut-être revu tous les 10 ans, voilà, un système de nettoyage du fichier de façon globale. Donc, voilà, c'est à cette étape. Alors, ça déclenche également ce qu'on appelle, l'étape qui suit, c'est l'étape des candidatures. D'accord. Alors, vous avez parlé donc au départ de commissaires, les différentes composantes, il y en a 3. C'est ça. Ont leur commissaire et chaque composante doit donner combien de... 5 commissaires par composante, voilà. D'accord. Alors, de façon générale, vous êtes expert électoral. Quel est le regard, la lecture que vous faites de la situation actuelle? Il faut avouer peut-être que vous savez, la gestion d'un processus électoral, il faut beaucoup de compétences, il faut beaucoup d'énergie. Alors, nous avons également eu la chance de renforcer les capacités, de capaciter l'équipe actuelle de la CENI. Alors, nous travaillons également, j'allais dire, à leur côté pour donner un maximum d'informations et également un partage de bonnes pratiques. Alors, de ce qui s'est passé le jour du vote, je crois que, vous savez, le président de la CENI l'a déjà rappelé, nous, au Burkina, on a 2 défis, pour ne pas dire 3 défis. Voilà, le défi sécuritaire sanitaire, comme chacun le connaît bien. Et il y a aussi qu'il fallait satisfaire à cette vieille revendication, la votation des Burkinabés de l'extérieur. Donc vous avez l'intérieur qu'il faut gérer, avec 21 155 bureaux de vote, et à l'extérieur avec les 68 bureaux de vote. Donc vous voyez, c'est ce tout-là qui fait quand même un système complexe. Alors, vous avez la possibilité de dérouler de façon opérationnelle toutes les étapes, toutes les phases, et d'inscrire également, j'allais dire, les différents éléments d'intégrité et de transparence. Vous savez, jusqu'au déploiement du matériel électoral, nous avons fait un tour, nous avons suivi, nous avons essayé d'analyser. Parce que, comme on dit, il ne suffit pas seulement d'avoir une expertise et de rester chez soi. Alors, cette expertise-là, elle doit être mise au service de l'État. Et c'est notre contribution. Voilà. Et dans ce contexte, nous avons suivi jusqu'à la phase du déploiement, ça veut dire la logistique pour déployer le matériel au niveau des différents centres de vote. Je Donc, crois sur tout le territoire. C'est sur tout le territoire national. Et je crois que ceux qui aujourd'hui ont, j'allais dire, une vive critique, alors ils seraient peut-être à l'heure actuelle à la place des commissaires de la CENI, peut-être ils auront fait moins de critiques. Parce que vous savez, le processus électoral, jusqu'au déploiement du matériel, si vous le réussissez, vous ne pouvez pas d'abord être satisfait. Parce que c'est le jour du scrutin. Et c'est pour cela que nous avons, dans les questions de formation, nous demandons à ce que le personnel chargé de l'administration soit vraiment formé, qu'ils puissent connaître leur mission et leur rôle. Cette étape est franchie. Mais je vous avoue, Cynthia, quand vous vous attendez dans les réceptions, à partir des imprimeries, on vous envoie les bulletins, on vous envoie des PV. Alors, et le temps qu'on vous donne pour les conditionner et les déployer, alors c'est vraiment un temps record. On vous donne 72 heures. Alors ça, c'est vraiment une contrainte majeure pour
répartis des millions et des millions. C'est pour cela que nous disons, peut-être ce qui a failli, c'était vraiment de faire appel à toutes les compétences au plan national pour appuyer la DLM, qui est la direction de la logistique, pour vraiment aider dans les questions de paquetage et de convoyage dans les différents sites. Alors donc la DLM effectivement a travaillé et c'est à ce niveau que pratiquement, j'allais dire, tout ce qui a été constaté comme imperfection sur le terrain a été perceptible. Quand on retrouve à Ouagadougou des bibliothèques de Solenzo, ça veut dire qu'il y a à quelque part un problème. Alors, je ne veux pas donner qui que ce soit. Mais vous voyez un peu, quand vous regardez même les délais entre la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel et l'élaboration des différents bulletins. Je vous avoue, il faut être vraiment suffisamment fort. Voilà. Et nos imprimeries ici, malheureusement, n'ont pas facilité la tâche de la DLM. Et je pense que la prudence, quand on vous dit par exemple Kourouégo, alors vous avez le paquet Kourouégo. Bon, mais voilà, vous transférez Kourouégo. Alors, maintenant, la pratique, c'est sur le terrain que vous vous rendez compte que ce transfert-là, il y avait Kourouégo et peut-être pour l'Atapois. Alors, je dis sans dédouaner qui que ce soit, ça veut dire que c'est une direction technique qui s'occupe effectivement de ce travail-là. Donc, le péché n'est pas alors sur, j'allais dire, les compétences de l'OGE, les compétences des membres de la CENI, mais en fait, les erreurs se sont passées au niveau d'une direction technique qui, à mon avis également, n'a pas eu le temps nécessaire d'aller au fond des différents paquetages pour effectivement avoir une répartition minutieuse. Ça, c'est le premier constat. Alors donc, quand cela nous tienne, il y a ce qu'on appelle au niveau de la CENI les moyens qui ont été également mobilisés pour parer à ces insuffisances-là. Vous avez vu effectivement que le jour du vote, alors jusqu'à 16h toujours, il y avait des questions, des éléments de rattrapage, puis avec l'appui également de nos forces armées, il y a eu des navettes qui ont été mises à disposition de la CENI pour vraiment aller rapidement et régler ces questions-là. Pour dire, le tout n'est pas que d'avoir la maîtrise de tout le processus. Si à ce niveau déjà il y a un couac, le ressenti est immédiat. Alors, je voudrais peut-être pour dire que en termes d'insuffisance, c'est cet aspect des choses qui, à mon avis, a été constaté un peu dans les 4 coins au nouveau pays. Voilà. Maintenant, de l'insuffisance des imprimés, tout cela, c'est comme j'ai dit. Voilà. Si vous n'avez pas pris un temps pour conditionner, de savoir que dans tel bureau de vote, il y a 500 inscrits, et dans tel bureau, il y a 324. Mais je crois que vous prenez les 324 et vous amenez là où il y a 500 inscrits, il est clair qu'à partir de ce moment, il y aura une rupture. Donc, je voudrais peut-être ici, peut-être, je dis sans toujours défendre qui que ce soit, rappeler peut-être les uns les autres qu'il faut souvent être indulgent. Voilà, le processus électoral, il a commencé depuis longtemps. Il y a des efforts qui ont été déployés et cet aspect des choses est venu comme... Voilà. Mais l'essentiel a été de pouvoir rattraper. Ça a été rattrapé. Voilà, je peux dire que ça a été rattrapé parce que là où les problèmes, la CENI a mis un système, un dispositif d'alerte. Alors là où il y a un problème, rapidement, ils ont réglé et c'est progressivement que l'ensemble, à 18h, en tout cas l'ensemble des bureaux, à quelques exceptions, voilà, où des bureaux n'ont pas pu fonctionner. D'accord. Voilà. Alors, quand on vous écoute, donc là, c'est une façon de dire qu'on a beau prévoir tout, il y a toujours des imprévus, des choses auxquelles on ne s'attend pas qui peuvent arriver. D'accord, on va rester dans les difficultés rencontrées. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément où l'opposition donc a dénoncé plusieurs irrégularités, des anomalies. Alors, quel regard vous portez de ça, de ce que l'opposition dit? Est-ce que ce constat, vous l'avez fait, vous? Et qu'en est-il? Ben oui, évidemment, les insuffisances, le jour du vote, ont été constatées, relevées à tous les niveaux. Ça, c'est... Mais maintenant, il faut relever et également, il faut corriger. Et je pense qu'au finish, la CENI a pu vraiment corriger dans la plupart des cas signalés. Voilà, ça c'est un élément important. Maintenant, pour ce qui est de la critique, ou pour ce qui est d'actualité,
à savoir effectivement les tentatives de fraude, les questions de... Voilà, bon, il y en a même qui disent que c'est un chaos. Bon, chacun y va vraiment de son analyse. Mais nous, en tant qu'experts électoraux, nous disons simplement que cette CENI n'a fait que perpétuer ce qui a été déjà fait en 2015. Vous savez, la transmission électronique, par exemple, des résultats, ce n'est pas de l'invention, c'est pas l'invention. Et je rappelle, en tout cas à la mémoire de tous, qu'en 2015, c'est ce dispositif qui nous a permis d'être cité en exemple en Afrique. Nous avons proclamé le résultat à J+1. Alors, donc, si ce dispositif qui a fait la fierté de Burkina et qui nous a valu tous les mérites, ben, si c'est ce même dispositif, et je pense que ce dispositif m'a permis, avant minuit, le deuxième, le challenger, m'a félicité le gagnant. C'est le même dispositif qui a été reconduit cette année. Donc, aujourd'hui, je suis quand même surpris, peut-être que les gens ont déjà en tête un doute pour quelque chose que la CENI, malgré les difficultés, que la CENI a simplement même amélioré. Voilà, améliorer, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que au niveau de la saisie, alors on est passé, on utilise moins de temps maintenant parce qu'effectivement les fiches élaborées sont beaucoup plus synthétiques. Donc quand quelque chose est positif, il faut l'améliorer. Donc je confirme que c'est le même dispositif de proclamation de résultats en 2015 qui est utilisé à l'heure actuelle par les commissaires. C'est vrai, au niveau du cadre légal, le dernier code du 25 août a intégré, il y a eu des innovations. Et maintenant, on parle effectivement dans les résultats de compilation manuelle et également de compilation électronique. Mais écoutez, nous sommes dans un pays à grand défi. Et nous sommes sensibles. Plus les résultats traînent, alors plus également les suspicions sont élevées. On ne peut pas vouloir une chose son contraire. La proclamation par la voie électronique, qui est une forme d'anticipation, elle n'est pas en inadéquation avec effectivement ce qui est écrit manuellement et qui est détenu et qui est disposé au niveau des centres de compilation communaux. C'est ça la vérité. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre de recevoir toutes les enveloppes au niveau de la CENI, de faire une compilation manuelle avant de proclamer, ou est-ce qu'il faut, dans tous les cas, l'un dans l'autre? C'est pas que c'est... La loi a dit ça, mais c'est ce qui est prévu. Mais la CENI, dans son organisation, dit, alors, malgré, quand même la compilation manuelle va continuer, le processus continue. Il n'est pas arrêté. On n'a pas dit que ce ne serait pas fait. Mais en attendant, les éléments électroniques nous permettent d'être en phase avec une exigence de transparence, à savoir de publier, de communiquer les résultats de façon officielle au fur et à mesure. Ça aussi, c'est la loi. Mais le comptage manuel précède celui électronique. Il faut, donc, en réalité, on ne peut pas les dissocier. En réalité, si vous voulez, Cynthia, c'est en fait ceux qui intègrent les données. Alors, ils ne partent pas du néant. C'est à partir des données manuelles qu'ils les intègrent dans la machine. Alors, maintenant, si on peut penser à un moment donné, peut-être des soupçons. Alors, il y a que, même dans ces centres-là, les délégués des partis politiques sont présents. Donc, il n'y a rien qui soit fait de manière opaque à l'heure actuelle. Et à tous les niveaux, depuis le niveau des bureaux de vote, tous les partis ont des délégués. Et les délégués reçoivent copie des résultats. Au niveau des centres de compilation, ils ont des délégués qui sont présents. Donc, tout ce qui vient en manuel est ouvert. Et c'est ce manuel-là qui est intégré dans la machine pour la transmission électronique. Bon, je confirme que le manuel et l'électronique, tout se passe ensemble, mais seulement en but de transmettre rapidement les résultats. Alors, cette partie manuelle-là n'est pas visible. Et c'est ça qui fait que les gens se doutent. Sinon, les deux sont faits concomitamment. Et les enveloppes seront acheminées. Une enveloppe va venir à la CENI, une enveloppe va à la CEPI, une enveloppe reste au niveau des CCCR et une enveloppe contenant les bulletins contestés ou sur lesquels les électeurs ne sont pas vont aller au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, à notre niveau, vraiment, sauf peut-être à chercher ou à inventer peut-être d'autres éléments. Alors nous disons que ces deux, nous avons fait le tour, nous avons même également supervisé. Les deux étapes se déroulent normalement. Voilà. Maintenant, vous comprenez avec nous que dans notre pays, cette fois-ci, c'était vraiment très ouvert. Et les gens, alors même avant même la campagne, voilà, rappelez-vous que nous, pendant les formations, nous avons eu la chance de donner des communications à toutes les parties prenantes. Et nous avons dit, attention, les amis, vos slogans là,
ce sont des slogans qui peuvent également être des pièges. Parce que quand vous dites à quelque part, nous allons signer un protocole pour un second tour, et s'il n'y a pas de second tour? Alors, quand vous dites à quelque part, nous allons gagner un coup KO, et s'il n'y a pas de coup KO? Alors, donc, nous avons passé au moins, au niveau de CEA, un mois à communiquer à l'ensemble des parties prenantes. C'est des slogans qu'il faut savoir peut-être utiliser. Si vous êtes avec vos militants, tenez des propos, mais restez toujours. Mais il faut aussi savoir raison garder. L'intérêt suprême de la nation nous commande à nous tous d'avoir en tout cas des positions, non seulement des positions, ça veut dire se référer, parce que là aussi le code le dit, vous n'êtes pas, vous contestez, il y a la voie, il y a les recours qui sont prévus à toutes les étapes. Alors, il faut, en plus de ce que nous vivons, avoir une attitude qui ne consiste pas à ajouter un problème à des problèmes, mais une attitude qui est d'abord républicaine, une attitude citoyenne et une attitude qui montre à la fois que si on est engagé en politique, c'est parce qu'on aime bien son pays et on aime son peuple. D'accord. Je me permets de vous arrêter parce qu'il faut qu'on poursuive. On va toucher maintenant un autre point très sensible. Il s'agit donc de l'opposition qui menace de retirer ses commissaires. Alors, est-ce que l'opposition a le droit? Est-ce qu'elle en a le droit? Et si oui, quelles pourraient être les conséquences sur la suite donc des événements? Ben, je ne dis pas, je suis pas, pour le moment, je ne pense pas qu'on va arriver à ce stade, hein, parce que nous, notre analyse, elle est aussi simple, comme je peux le dire. Jusqu'à l'heure actuelle, nous pensons que l'opposition critique et dénonce les différentes irrégularités constatées le jour du scrutin. On n'a pas encore atteint un stade où quand même, non. Et à ma connaissance, parce qu'on s'est renseigné ce matin, à ma connaissance, non, ils n'ont pas de façon formelle, les commissaires, les 15 commissaires sont là de façon formelle. On n'a pas une notification qui montre qu'en tout cas qu'ils seront retirés ou bien ils vont être retirés. Mais c'est le droit de tout Burkinabé d'apporter sa lecture sur une situation qui s'est passée. Donc on leur concède ce droit. Que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile, vous avez vu des structures comme la CODEL, ainsi de suite. Chacun a exprimé, a donné son point de vue. Chacun a fait sa lecture de comment se déroule le processus électoral. Voilà. Maintenant, à notre avis, ça c'est selon nous maintenant en tant qu'experts, si on proclame les résultats, et la proclamation des résultats aussi, c'est un chemin qui est suivi. Si on proclame les résultats, en ce moment, alors il y a un autre type de contentieux qui est ouvert sur la régularité du scrutin et également sur les résultats. Donc il y a deux types. Et cela, mais si c'est ouvert, il faut aller maintenant devant le juge constitutionnel pour régler ces cas-là. Mais pour le moment, on a commencé la proclamation, 3-4 communes, et puis voilà déjà que s'interroge. Et voilà déjà que des positions se dessinent. Et à notre avis, nous pensons qu'il faut revenir, et ce n'est pas le moment de, comment on appelle ça, d'ajouter un problème à un problème. Bon, je pense qu'il faut que l'ensemble de la classe politique puisse savoir que les commissaires après leur serment, alors ce qu'on appelle effectivement, ils ne sont plus membres de leur parti. Alors, après le serment, ils sont commissaires à la CENI et avec une mission, parce qu'eux-mêmes l'ont dit, ils jurent d'exercer en toute impartialité leur mission. Voilà, avec toute la rigueur qu'ici et également. Donc, à notre avis, nous pensons qu'il n'y a pas d'abord de défection. La CENI, à notre connaissance, n'a pas reçu officiellement une lettre de l'opposition pour retirer ses commissaires. Je pense que c'est une étape à l'heure actuelle où des difficultés terrain constatées. Alors, il y a des manifestations. Alors, chacun utilise le canal qui lui revient pour montrer jusqu'où il n'est pas content. Alors, et je pense que ça va rentrer dans l'ordre très rapidement parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain, organiser des élections, eux-mêmes commissaires revenir avec des résultats qu'eux-mêmes ont travaillé à mettre et refuser de les proclamer. Pour moi, non. Je pense que la relation actuelle, c'est de montrer le niveau, le niveau. Je parle maintenant au nom des partis, à la place des partis, c'est de montrer le niveau quand même, en termes d'attente. Voilà, donc je crois aussi que ça va être réglé pour peu que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Et puis vivement, nous le souhaitons vivement, parce qu'il faut proclamer. Voilà, aujourd'hui, si vous ne proclamez pas, dites-moi c'est sur quelle base en fait vous allez ouvrir ce contentieux.
Et ce n'est pas au moment où toutes les compilations sont pratiquement là qu'il faut peut-être dire non, nous allons en fait créer un blocus. Voilà, et ça va me permettre de faire cette anecdote-là. Après l'accouchement, le bébé, vous refusez de donner le nom, vous refusez de faire le baptême. On ne sait pas, ce bébé-là, il va grandir. S'il devient un monstre, je pense que vous-même, parents, il va commencer par vous. Nous sommes dans cette situation et je crois que la suspension au niveau de la CENI, elle est mesurée. Et nous félicitons même d'ailleurs la CENI pour cette attitude-là qui vise quand même à donner le temps aux échanges et à donner le temps à ce qu'on leur explique. Voilà. En lieu de place, nous experts, nous allons peut-être souhaiter qu'au niveau du CFOP, ils puissent vraiment faire le pas vers la CENI où ils font la compilation et s'assurer de vive voix. Comment elle fait la compilation manuelle? Elle se poursuit ou pas? Ça, c'est la démarche républicaine. Alors, l'autre étape, c'est ne pas créer la crise. Au début, il y a eu d'abord une crise, vous avez souvenance de ça, où on a quand même rassemblé, colmaté les brèches pour en fait relancer la machine. Donc, à cette étape qui est décisive, il ne faut pas que leur absence soit vraiment source de crise post-électorale. Et nous pensons qu'on ne va pas en arriver là. D'accord, voilà. Si vous le dites. Voilà. En tout cas, c'est là qu'on va mettre un point à cet entretien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zougmori, d'être passé sur notre plateau pour nous donner plus d'éclaircissements sur le processus électoral. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. Et voilà, Madame, Monsieur, on rappelle donc que nous étions avec Monsieur Adam Régis Zougmori. Il est expert électoral. Et puis nous allons poursuivre ce journal et nous allons aller du côté donc de Kosiam où la mission d'observation des élections de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en abrégé, a été reçue. En effet, hier, en milieu de matinée, le président du Faso a reçu en audience cette délégation conduite par l'ancien ministre de Guinée. La représentation est venue féliciter le président Roch Kaboré et toute la classe politique burkinabé pour le bon déroulement des élections. Par ailleurs, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO a souhaité une suite à des élections toujours dans un climat de paix. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence le Président de la République. Au nom de la mission de la CEDEAO, nous lui avons transmis à lui, au peuple burkinabé, nos sincères félicitations pour la qualité avec laquelle ces élections se sont déroulées sur le plan pacifique, sur le plan de la campagne, sur le plan également des débats. Mais nous avons surtout relevé qu'il y avait un grand consensus qui avait été préparé ici entre la classe politique depuis plus d'un an, ce qui a permis de poser des jalons qui ont abouti tout le long du processus à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues que nous avons eu à regretter. Donc nous avons demandé également que nous souhaitons que ce climat de paix continue et que tous les acteurs soient tenus par le même engagement du pacte politique qu'ils ont signé, à savoir se tenir prêts jusqu'à ce que ce soit les instances chargées de la proclamation des résultats qui achevaient leur travail. Nous avions, je dois vous avouer, deux inquiétudes. La première, c'est que le long du territoire, qu'il n'y ait pas d'attaque. Fort heureusement, aucune attaque n'a été dénombrée, n'a été relevée. Deuxièmement, il y a quelques zones où le vote n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des menaces. Le fait que la classe politique s'était entendue au départ pour l'exclusion d'une partie de ces zones est un élément qui nous rassure sur l'acceptabilité de ces résultats. Mais le processus lui-même, les bureaux que nous avons visités ont tous connu une pratique ordinaire. Il y a eu quelques retards par-ci par-là, quelques problèmes logistiques, mais au fur et à mesure de la journée, ces problèmes ont été résolus. Nous avons aussi noté une bonne participation, un soutien actif de la société civile, des femmes, des jeunes, à tous les niveaux qui, dans les centres qu'ils ont mis en place, on peut relever les éléments au fur et à mesure, les communiquer à la CENI qui elle-même n'a pas manqué de réagir progressivement. La journée d'hier a été une journée d'audience à Kosiam. Le président du Faso, après la mission d'observation des élections de la CEDEAO, a reçu celle de la communauté des États sahélo-sahariens, Sensada, conduite par Madame Ndioro Ndiaye. La mission a fait le point sur ces différentes observations sur le processus électoral. Aussi, la chef de mission a-t-elle salué le travail abattu par le gouvernement et les différents acteurs impliqués pour le bon déroulement de ces élections.
Nous avons eu le privilège, en effet, d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, le Président Kaboré. Et l'objet de notre audience, c'était de lui présenter nos respects, lui dire ce que nous sommes venus faire dans ce pays. Nous avons pu recevoir toutes les informations qu'il faut concernant le processus électoral, les difficultés éventuelles qui existent dans la mise en œuvre du processus électoral et les réponses qui sont données en commun, autant de la part du gouvernement ou de la majorité et des partis de l'opposition, les réponses qui sont données pour lever ces différents obstacles. Nous avons trouvé un pays qui est apaisé, un pays qui est mature pour enclencher un processus électoral apte à jauger l'état de la démocratie dans ce pays. On a pu voir comment les gens ont pu s'exprimer librement et dans le calme. Et nous avons remercié Dieu que cela ait pu se faire dans la paix, qu'il n'y ait pas eu de problème, que l'insécurité qui était le problème majeur, je pense, qui pouvait handicaper à un moment ou à un autre ce processus, l'insécurité n'était pas au rendez-vous. Je félicite donc le gouvernement burkinabé d'avoir essayé, d'avoir fait ce premier test et que les leçons apprises de cela vont servir certainement aux prochaines élections. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le vote des Burkinabés qui y vivent n'aura certainement pas d'impact significatif sur les résultats de la présidentielle au Burkina. Une conclusion qui trouve son explication dans la faible mobilisation des électeurs selon les observateurs. Ces derniers indiquent toutefois une mauvaise organisation de l'agenda de la CENI et de l'ONI. Nyamba Kabri. Nous sommes en 2020 et l'élection présidentielle s'est déroulée au sein de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, malgré la faible mobilisation des électeurs, largement en deçà des attentes et des ambitions, avec environ 6 000 électeurs sur le potentiel électoral de près de 3 millions de Burkinabés. Après avoir accompli leur devoir citoyen et bien savouré la victoire d'un combat de longue haleine, certains leaders réagissent à notre micro. Nous sommes très contents de trouver cette solution très importante que nous avons demandé il y a longtemps. Que Burkinabé poursuivi ça faire à mesure. Chaque président qui vient, nous demandons, nous voulons voter, nous voulons voter. Tous les pays africains votent ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi nous aujourd'hui, nous ne votons pas. Nous aussi, nous devons voter pour montrer que nous sommes les citoyens burkinabés. Je pense que c'est une initiative vraiment à féliciter, à encourager. Nous sommes tous fiers aujourd'hui de participer au vote de nos dirigeants aujourd'hui. Alors c'est une première en Côte d'Ivoire, c'est une première que la diaspora vote. Alors c'est vraiment à féliciter, à encourager pour les échéances à venir aussi. Nous constatons que la population résidant en Côte d'Ivoire est motivée pour aller voter. Il y a l'engouement, tout le monde voit les files de rang, les gens sont déterminés à opérer leur vote. En tout cas, les gens sont sortis massivement. Vous-même, vous voyez la foule derrière moi. En tout cas, ça se passe très bien. On a donné un conseil fort de ne pas s'aimer à la bagarre ni à la violence. C'est une joie pour nous. Et c'est un droit légitime pour nous également. Et en cela, nous disons merci aux autorités burkinabées. Même s'ils n'ont pas permis à la majorité de la diaspora burkinabé de voter, mais c'est quand même un tien vaut rien. Tout est bien, tout se passe bien avec la collaboration des diplomates, du consul et de l'ambassade. Je crois que tout se passe bien. Avec la main forte des délégués consulaires et des délégués CSB, je crois que l'organisation est parfaite pour le moment. Nous attendons vraiment beaucoup avec le futur locataire de Kosiam, puisque il y a l'insécurité déjà, il y a la diaspora pour une grande première qui a voté. Ça, c'est une grande satisfaction pour nous, les délégués et la communauté burkinabé vivant à l'extérieur. C'est finalement plus de symbolisme que de votes d'influence pour cette fois-ci, mais il faudrait maintenant bien compter avec cette diaspora burkinabé qui n'attend plus demeurer en marge des questions politiques au Burkina Faso désormais.
Restons encore en dehors du pays pour terminer avec le Mali où les Burkinabés présents ont bel et bien voté ce dimanche 22 novembre 2020. Comment ont-ils accueilli cette toute première initiative? Qu'en pensent-ils? Élément de réponse avec Boureima Soulo, notre correspondant permanent. Bamako vient de finir les élections présidentielles. Donc nous avons eu 1014 inscrits et il y a eu 502 votants. On a eu 8 bulletins nuls. Notre taux de participation c'est 49,5%. Donc pour nous, pour une première, c'est intéressant parce que la moitié pratiquement est venue voter. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier franchement tous les participants. Le parti UPC en tant que tel, en réalité, n'a pas été financé au Mali précisément. Mais on s'est battu corps et âme vraiment pour être, en tout cas, occuper le deuxième rang. Et je pense que ça, c'est déjà un encouragement. Et vu la participation de tout un chacun et l'effort conjugué, et nous allons en tout cas arriver à notre bout. Et vu l'engouement des électeurs, et il se trouve que nous occupons le deuxième rang, bien vrai que les résultats en tout cas provisoires ne sont pas tout à fait annoncés, mais nous avons la certitude que nous pouvons être parmi les deux meilleurs. D'une manière générale, la journée a été festive et les gens ont vraiment manifesté leur joie de pouvoir prendre part à cette élection. Et durant toute la journée, les gens ont fait le tour et ils ont exprimé et leur voix, ils ont fait le choix de leur candidat. Et nous sommes pratiquement à la fin et ça s'est bien passé. Vraiment, j'ai été très content parce que les votes s'est bien reroulé. Il n'y a pas eu de palabres ni rien. Ça a passé dans de bonnes conditions. On n'a même pas senti qu'il y a d'autres partis ici. On s'amusait, on faisait tout ensemble. On est très contents jusqu'à ce que c'est fini. Donc la soirée est close, on est content. Mon candidat est premier et c'est Roch. Je suis content. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo du mémorial aux héros nationaux conçu pour honorer la mémoire des Burkinabés qui se sont particulièrement illustrés au service de la patrie. Ce symbole fort se situe sur le boulevard Mohamed El Kadhafi dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, secteur 53. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Tri TV, la télévision interactive.